Mais comment on fait pour s'adresser aux consommateurs, pour mieux l'armer? Marketing. Comment on fait tout ça? Là? Oui, je veux bien faire ma part en tant que journaliste, mais autrement... Non, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a une partie avec laquelle vraiment je suis 100% d'accord quand tu dis Cédric, qu'il faut absolument prendre conscience que si aujourd'hui on parle de risque avec l'intelligence artificielle, quand on conduit sa voiture, il y a des risques. Donc, on passe un permis de conduire. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, les risques de l'IA sont immenses. Je ne comprends pas pourquoi on se pose la question d'une littératie numérique qui n'impose pas une formation de base. Je ne vois pas en quoi ça serait problématique de former les consommateurs à l'utilisation de l'IA comme on devrait les former à la littératie numérique dès le primaire. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la réalité. Et justement, ça peut avoir des conséquences catastrophiques dans la vie des gens, jusqu'à perdre tout leur argent, etc. Alors imaginez entre les mains d'enfants, enfin bref. Donc je pense qu'il y a vraiment une réalité à ce niveau-là. Je pense qu'il faut prendre conscience que nos outils technologiques sont rendus à un tel niveau qu'au niveau du risque, ça justifie de se poser la question de la même façon. Par ailleurs aussi, je pense qu'il faut s'assurer que les entreprises soient limitées, si je peux dire, là au niveau de la régulation. Je pense que ça serait quelque chose qui serait plus facilement envisageable, de protéger finalement un petit peu les consommateurs de patrons de conception trop incitants ou trop trompeurs. Donc là, quand on tombe vraiment dans la malveillance, comme disait Lise Estelle tantôt, là on a les vrais dark patterns, c'est-à-dire que la conception d'un système informatique est faite pour vous tromper. C'est voulu. C'est fait pour être addictif. Je veux dire, tout le monde sait que Facebook a développé la fonctionnalité de défilement infini pour que vous soyez pris à l'infini dans le défoulement, parce qu'il n'y a jamais rien qui va vous arrêter. Il y aura toujours un voisin, un copain, une sœur qui aura mis quelque chose qui va attirer votre attention. Et c'est dans le modèle d'affaires de Facebook de vous garder le plus longtemps possible, parce qu'au milieu de ce qui vous intéresse, il y a toute la pub au milieu qui leur apporte énormément et qui est à la base de leur modèle d'affaires. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, oui, une forme de régulation serait vraiment bienvenue par rapport à ces éléments-là. Donc, limiter tout ce qu'on appelle les pratiques d'engagement numérique trop incitatives ou... La ludification, on entend parler. Exactement, j'allais y arriver, voilà. Donc, toutes les pratiques de ludification. Sauf qu'il y en a qui sont correctes, c'est pas non plus mauvais de garder une certaine forme de motivation. C'est juste que, comme partout, comme on le disait, c'est de trouver le juste milieu qui est vraiment important. Et je pense que si on partage cette responsabilité entre une partie régulation et une partie, comme je disais tantôt, responsabilité du designer, que celui-ci acquiert dans sa formation des compétences éthiques. Et même j'ai vu récemment dans un article dans la presse, les prochains designers seront juridiques. Il y avait un article sur la compagnie En Clair, et c'était les nouveaux designers. Vous lisiez tout ce qu'ils faisaient, et c'était du design. C'était plus de... Mais c'était du design en lien avec les aspects juridiques, justement, des systèmes. Donc, ça devient assez complexe que même les gens de droit doivent se mêler de conception d'interface. Donc, c'est ça que ça dit, en fait, d'une certaine façon. Alors, voilà, je pense que... En Europe, c'est le cas. Eh oui, absolument. Le design légal, c'est devenu extrêmement à la mode. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut réguler ici au Québec à l'OMF? Est-ce que ça peut se faire? Parce qu'on est dans quelque chose de pointu, là. Je vais pas m'aventurer dans qu'est-ce qu'on va ou ne va pas réguler. Ce serait pas ma place de le faire. Le commentaire que je ferais par contre, c'est très facile de dire ah oui, on voudrait une nouvelle loi, on voudrait un nouveau règlement, on voudrait adresser tel ou tel aspect. Mais il faut se souvenir que ces obligations-là, il faut que le régulateur ou une autre agence ait les moyens de les mettre en application s'il y a bris de conformité. Que ça puisse être fait de façon suffisamment dissuasive pour décourager tous les autres qui voudraient faire pareil.
mais que le régulateur n'a pas nécessairement les ressources pour tous les amener devant les tribunaux. Le régulateur doit avoir les ressources. Le régulateur doit avoir la formation, l'expertise requise. Et souvent, c'est surtout dans le cas de discussion sur les cryptoactifs, peut-être moins sur l'IA, mais j'ai souvent envie de dire, ben parfait, on va faire une nouvelle loi sur les cryptos, une nouvelle réglementation sur les cryptos, une nouvelle agence réglementaire sur les cryptos. OK, mais qu'est-ce qu'on ne fera plus? Ou êtes-vous prêt à payer davantage de taxes pour financer toute cette infrastructure requise pour qu'il y ait une crédibilité à cette loi-là, pour pas simplement qu'on ait des textes qui, oui, guident, mais on veut que ça aille au-delà de ça pour vraiment protéger les consommateurs. Il faut qu'on puisse prendre action comme régulateur et ce n'est pas gratuit et ça ne se fait pas par magie. Oui, allez-y. Je m'autorise juste un commentaire. En matière de vie privée, l'Angleterre très libérale a un système de taxes, en fait, en fonction de l'utilisation des données. Donc, votre core business, c'est d'utiliser les données, vous payez tellement de temps. Si vous êtes un plâtrier qui n'utilise pas les données, vous payez une somme ridicule. Mais toutes les compagnies, petites et grandes, payent une taxe sur l'utilisation des données. Et c'est à cause de ça que dans Cambridge Analytica, l'ICO a été capable de mettre, à un moment donné, il y avait 800 personnes qui travaillaient sur le dossier. Je suis entièrement d'accord, en bout de ligne, c'est une question de cash. Il faut avoir des ressources pour être capable de contrôler les comportements des gens. On parlait de contrôle, mais aussi de surveillance. On a beaucoup parlé de surveillance. Comment on surveille les dérapages, les hallucinations, les billets comment on fait ça? Ça aussi, on n'a pas beaucoup parlé de cette question-là, mais c'est des enjeux importants, tout aussi importants que la responsabilité ou la façon dont on construit l'intelligence artificielle. Comment on fait? Comment on surveille ça? De quelle manière on le fait? Est-ce que c'est le régulateur qui le fait? Est-ce qu'on demande aux entreprises de le faire? Moi, je réponds parce qu'on a construit une intelligence artificielle avec des data scientists qui sont spécialistes. Et pour aller plus loin, alors après, est-ce que le régulateur doit regarder tout ça? Et je vais rebondir sur des choses que j'ai entendues ce matin. Est-ce que quand vous montez dans un avion, vous vérifiez que les boulons sont tous bien serrés? Parce que ce matin, on aimerait bien savoir ce qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, il faudrait qu'on explique. Donc je vous pose la question, est-ce que vous montez dans un avion, vous vérifiez que les boulons sont tous serrés? Bon, je sais qu'en ce moment, il serait peut-être le temps de le faire quand même. Vous faites confiance à la compagnie aérienne, vous faites confiance au pilote, qui a fait son due diligence avant de monter dans l'avion et qui vous emmerde. Et c'est la réalité, vous n'avez pas vérifié non plus qu'il a bien son certificat de pilote, qu'il est sorti major, ou qu'il est sorti dernier. Vous vérifiez pas ça, vous faites globalement confiance. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui est construit, un appareil, un avion, une intelligence artificielle. Elle est faite, elle est prise en charge par une compagnie qui vous propose. Vous avez un conseiller que vous avez rencontré qui vous a expliqué, donc le commercial de chez Airbus, le commercial de chez Boeing, le commercial de chez qui vous voulez, qui a expliqué comment c'est construit, etc., etc. Ils ont de très bonnes chaussures d'ailleurs chez Boeing, j'ai compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous faites à un moment donné, vous acceptez ce conseil, vous le prenez. Vous acceptez de rentrer. Vous ne demandez pas à chaque régulateur, on ne demande pas à l'AMF d'aller voir si les algorithmes utilisés sont ceux de Google, sont ceux de Facebook, parce qu'en gros, les développeurs d'algorithmes, on les connaît. Hein, ils ont tous des bibliothèques, vous les achetez, vous les utilisez, c'est Google, c'est Facebook, c'est les mêmes. C'est pour ça qu'ils vous disent, les GAFAM, il faut les laisser rentrer là, ça vend quand même pas mal ici, comme partout ailleurs. Donc, vous n'allez pas voir là-dessus, vous savez, on peut vous expliquer comment les data scientists me disent, oui, on va utiliser plusieurs différentes stratégies d'algorithmes pour arriver au résultat que tu nous as demandé de trouver, Cédric. Et on va utiliser des algorithmes chez Google qui vont faire ça, un autre qui va faire ci, on va les combiner pour qu'au bout du compte, on arrive à ce résultat-là. On va nous expliquer ça. Mais comment fonctionne l'algorithme, ça, on va pas vous nous l'expliquer. Parce que ça fait, c'est du secret de fabrication. Ma belle-mère, elle ne vous donnera jamais son secret pour le bœuf bourguignon, on en parlait ce matin avec Chantal. Et c'est la même chose. On ne vous donnera pas, c'est du secret de fabrication. Et là, jusqu'où l'AMF a le droit d'aller pour décortiquer le secret de fabrication? Parce que malgré tout,
même si vous garantissez la sécurité de la donnée, de l'information, etc., la propriété intellectuelle, les bris de données, ça existe dans tous les domaines, pour tout le monde, donc il y a quand même quelque chose là-dessus. Et après, une fois qu'on a fait ça, donc on en vient plutôt à dire, testons-le, voyons comment ça fonctionne, et c'est ce qui se passe par exemple dans un autre domaine du paiement qui est celui des cartes bancaires. Quand on a un nouvel appareil que l'on doit certifier, la première chose qui est effectuée dans le cadre de la certification PCI DSS, c'est qu'on fait des tests et 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 on vérifie que ça marche bien, qu'il n'y a pas de problème et on va jusqu'à le faire bugger. Mais c'est le même principe. On teste. Les avions aussi sont testés, on les fait décoller 25 000 fois pour vérifier que ça marche bien. C'est là où on pourrait aller, on pourrait imaginer. On fait confiance. À vous. Mais, voilà. Et nous on dit, voilà. Et on dit, voilà les résultats que ça donne, mais... L'autorégulation, c'est pas toujours... Ah, j'ai pas fini. Mais, on dit aussi, attention, vous allez utiliser une machine, vous devez veiller à ce que ça se passe toujours bien. Regardez les résultats, soyez intelligents. L'avion, il décolle, il atterrit, vous vérifiez que les pneus sont toujours en bon état quand elle atterrit 25 fois. Si vous le vérifiez pas, oui, le pneu, il va éclater. Mais vous pourrez venir voir Boeing ou Airbus, ça sera pas de sa faute. Il vous l'a dit. Est-ce que vous avez respecté l'intégralité du cahier de... Est-ce que vous respectez dans votre voiture les dates auxquelles vous devez ramener au moteur? Ah non. Pour autant, le fabricant de la voiture n'est pas responsable, c'est vous qui avez fait exploser le moteur en roulant à 350 km/h avec limité à 200. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le même principe, c'est la manière dont vous allez l'utiliser qui est important. Alors nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on met en place un suivi avec le client, où tous les trimestres au plus tard, ou plutôt s'il y a une urgence particulière, le data scientist revient mettre les doigts dedans. Qu'est-ce que la machine a fait? C'est de la prévision de trésorerie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quels sont les différentiels qu'on a constatés? Pourquoi est-ce qu'on a dit différences qu'on a constatés? Puis je vais revenir plein dedans. La plupart du temps, quand il y a des différences, c'est parce que le client a introduit des données que la machine ne connaissait pas. Donc on retrouve souvent une action humaine en amont. Et là où je reviens encore une fois, c'est que derrière chaque machine, derrière chaque programmation, derrière chaque algorithme, il y aura toujours un humain. Donc l'intelligence artificielle, c'est pas une machine qui est venue, je ne sais de quelle autre planète, avec les machines qui gouvernent tout, qui est arrivée sur la planète et qui commence à diriger toute la planète. C'est qu'il y a des humains derrière. Et donc celui qui a programmé est aussi responsable de ce qu'il a programmé, à mon sens. Donc nous, on est responsable de ce qu'on a programmé, avec tous les disclaimers qui vont très très bien pour dire attention, la limite de l'intelligence artificielle, c'est ça. La limite de son utilisation, c'est ça. Donc soyez attentifs, travaillez avec. Moi, je compte beaucoup là-dessus. C'est comme quand vous avez des cookies, vous savez qu'il y a un cookie qui va s'installer? Oui. Vous l'autorisez? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Je reviens sur ce que disait Sandrine. Encore, faut-il savoir c'est quoi un cookie? Le consommateur qui dit oui, c'est pas. Je veux dire que, oui, exactement ça. La bulle qui vous l'explique, elle vous explique peu de choses. Chez Apple, on vous dit, est-ce que vous voulez que l'application continue à vous suivre? Alors, là, vous commencez à réfléchir, parce que continue à vous suivre, je dis, oula, ça veut dire quoi? Bah non. Je peux vous assurer que je pense la plupart du temps, quand vous dites, est-ce que vous voulez que l'application d'un truc vous suive? Bah non, je veux pas que CIBC sache où je fais mon épicerie. Donc non. Par contre, si je dis, en effet, comme vous venez de le dire, est-ce que vous acceptez les cookies? J'aime bien les cookies. Donc oui. Donc c'est toute une manière de présenter, et Sandrine a raison, l'ergonomie devient très importante, certes, mais à côté, c'est encore une relation électronique, et l'ergonomie, elle est décidée par un être humain, elle n'est pas décidée par la machine toute seule, enfin, pas encore. Et après, on retrouve encore une fois cet aspect de réfléchissez ce que sort de la machine, bon sang. Réfléchissez. M. Gauthier, vous êtes d'accord avec ça, l'autorégulation qui peut permettre, qui empêche certaines dérives? Oui. La certification des avions, moi j'ai confiance quand je monte dans un avion, pas à cause de Boeing ou Airbus, parce qu'il y a un bureau des transports et un ministère des transports qui vérifie de manière très rigoureuse que telle étape soit réalisée. Donc il y a un vrai processus je ne suis pas sûr qu'on va aller jusque-là, mais une chose est sûre, c'est qu'en matière d'IA, il va falloir qu'on ait une approche collective des choses. C'est-à-dire, pas les consentements, c'est le meilleur moyen en fait d'user et d'abuser des données de la personne. Les bandeaux de cookies, hein, c'est vraiment l'approche néolibérale par excellence, dont on sait que ça ne sert à rien. Mettez une recette de cuisine là, dans une politique reliée aux cookies, il n'y a personne qui va l'avoir avant 100 ans. Donc, vive les approches collectives, encore une fois, avec une place de l'État qui soit déterminante, comme ça se fait en matière d'aviation, en matière de certification des médicaments, et d'autres domaines reliés à l'ordre public.
Vous avez quelque chose à ajouter, Sandrine, là-dessus? Non, je suis tout à fait d'accord. J'ai d'ailleurs dans la salle une de mes étudiantes qui a fait une étude sur justement la comparaison des cookies. Oh, excusez-moi, des stratégies des différents sites web pour amener la question de acceptez-vous justement les fichiers témoins. Et donc il y a toutes sortes d'approches, plus ou moins, c'est là qu'on peut voir l'incitation plus ou moins vertueuse qui est faite. Et finalement, grâce à son étude, on a été capable d'identifier des catégories d'approches justement qui deviennent comme des stratégies finalement de marketing, oui, d'une certaine façon, pour inciter le consommateur à dire oui. Donc je suis tout à fait d'accord que si on est capable d'impliquer dès le début les consommateurs dans la conception, donc dans un processus de co-conception, on pourrait vraiment beaucoup mieux les protéger. Parce qu'à ce moment-là, eux seraient capables de valider. Alors, je vous dis pas de vous appuyer 100% sur ce que les consommateurs vous disent en test, parce que c'est sûr que ils veulent toujours quelque chose et après, c'est pas ça qu'ils font, même si vous le faites exactement comme ils vous l'ont demandé. Mais par contre, de valider que est-ce que l'élément est bien compris? Donc, voulez-vous être suivi? Ça, visiblement, ça correspond à quelque chose pour l'utilisateur qui comprend la question qu'on lui demande. Alors que acceptez-vous les fichiers témoins? Ça veut rien dire. Et en ergonomie, on avait vu ça déjà avant, quand on avait une erreur 404, et ben on était bien avancé, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on faisait avec notre erreur 404? Tandis que dès qu'on a mis oups avec des petits animations intéressantes ou comme LinkedIn qui montre que le connecteur est brisé, etc. Comme la prise est débranchée, ben là, à ce moment-là, le consommateur comprend mieux parce qu'on lui parle dans ces termes. Et déjà, on s'entend, ça réglerait pas tout, mais ça serait déjà une couche, ne serait-ce qu'une couche d'accessibilité au sens vraiment de l'entendement. Parce que souvent, on dit que l'accès, on l'a vu dans le cadre du projet Adage où je travaillais sur l'accessibilité des primitifs, c'est pas seulement l'accès à l'outil de façon médiée par une technologie, c'est pas juste ça, c'est tout ce que ça représente de compréhension du système, de ce qu'est un système informatique, de comment il vous parle etc. Donc je pense que ça déjà, ça serait un grand pas. Donc toute cette notion, et Vincent avait tout à fait raison, c'est la grande mode, là aujourd'hui on est dans la co-co de tout, co-conception, co-création, etc. Mais veut pas, je pense qu'il y a une avenue là à certains égards, ne serait-ce que, je vous dirais, sur la couche de base. Évidemment, ça change rien au back-end, là, comment la machine est faite en arrière, ni à la régulation, là, mais justement, pour qu'il y ait une certaine part de responsabilité de la part des consommateurs dans leur implication. C'est-à-dire que c'est comme aujourd'hui, il faut comme leur expliquer que c'est peut-être une technologie plus, je dirais, puissante que celle qu'ils ont utilisée avant, donc il faut qu'ils s'impliquent plus dans la compréhension ou dans la conception pour justement être mieux protégé. C'est comme s'il faut investir, vous savez, on dit toujours c'est donnant, on vous donne de l'information, on vous donne de l'information à l'entreprise et elle en bénéficie pour vous donner une valeur ajoutée. Normalement, le consommateur est prêt à faire ce trade-off là, si vous me permettez le chinois, c'est-à-dire qu'il accepte de donner des renseignements s'il voit bien qu'ils sont utilisés de façon pertinente pour lui rendre un bénéfice ou une valeur ajoutée dans la qualité du service qu'il reçoit. Eh bien là, c'est un petit peu pareil, mais en allant plus loin, puisqu'il faut qu'il s'implique pour être sûr que justement ça aille dans son sens finalement au bout. Donc peut-être qu'il y a une avenue là, en tout cas un principe général ou générique dans une direction de solution. Je suis d'accord parce qu'en plus ce matin j'avais mon iPhone qui s'est réveillé en me disant ça fait 6 mois qu'il y a l'application machin truc qui veut vous suivre, vous êtes d'accord? J'ai dit non il y a 6 mois, c'est toujours non. Et je pense que les plateformes ont un rôle aussi important là-dedans, celles qui apportent les applications vers le consommateur. D'être en capacité de dire il se passe ça sur telle application, est-ce que tu es toujours d'accord ou est-ce que tu as changé d'avis? Reposer la question. Alors je sais bien, c'est basé sur le consentement et on l'a vu tout à l'heure avec le professeur qui disait parfois on donne il y a de la négligence, c'était un peu négligent comme consentement, on refile la responsabilité à l'utilisateur, puis on le fait de manière bien déguisé marketingment parlant, merci le marketing numérique, pour que la personne dise forcément oui. D'ailleurs le bouton oui il sort plus gros et mieux que le bouton non qui est en blanc, qu'on voit très très mal, puis en plus comme moi qui vois pas très bien, c'est parfait. Mais ça c'est un élément, et les plateformes pour moi sont importantes. Et je vais vous raconter une anecdote.
Il y a quelques années, j'étais dans le paiement, je travaillais pour une banque dans le paiement. J'ai eu la chance de rencontrer et de participer au début de Apple Pay et de Google Pay. Et donc, Apple Pay est venu nous voir en nous disant, voilà, nous sommes Apple Pay, on va fonctionner comme ci, comme ça, et ça va vous coûter autant. Alors moi, j'ai mes collègues banquiers, ils disent, ça coûte cher. Mais les données de vos clients, est-ce qu'ils font? Ça reste chez nous. On les utilise pas. Ok. On a reçu Google, on a dit, alors vous, c'est comment? On dit, voilà, alors, comment ça va fonctionner? Ça coûte combien? Ah non, c'est gratuit. Alors, mes collègues m'ont regardé, ils disent, les autres, ils sont super chers. Et eux, c'est gratuit. Mais les données, vous faites comment? Ah. Voilà, je veux dire, je suis pas en train de dire là c'est mieux que l'autre, mais en tout cas c'est un choix que font les entreprises. Après, le consommateur nous a imposé Google Pay et Apple Pay parce qu'à l'époque on n'en voulait pas. D'ailleurs c'est marrant parce qu'à l'époque toutes les banques françaises avaient dit surtout jamais Apple Pay. Puis le lendemain il y a une banque française qui dit on démarre. Alors là nos patrons sont venus nous voir en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ça c'est les habitudes françaises. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les plateformes ont un rôle important dans la gestion des données. Et aujourd'hui, les principales plateformes qui sont responsables de la communication et l'interaction avec le consommateur, sur les téléphones, c'est Google avec Android et puis iOS sur l'iPhone, parce que c'est ça principalement dans le monde, même s'il y a Huawei qui arrive avec son propre système. Sur les ordinateurs, c'est Microsoft, c'est Apple, dans une certaine mesure aussi Google, mais ils portent à notre connaissance, à notre vision, les outils qu'on utilise. Donc, ils sont aussi cette responsabilité aussi, à un moment donné, d'aider le consommateur, l'utilisateur, à comprendre ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Il faut les impliquer aussi, et puis on verra comment ça se passe. C'est pas. Pour voir comment ça se passe, on pourrait peut-être conclure là-dessus, parce que là, il est déjà 5h10. Ben, je voudrais faire un tour de temps pour savoir comment vous voyez ça là, dans les... Je sais pas, un an, ça va tellement vite. D'ici un an, où est-ce qu'on sera rendu avec l'intelligence artificielle? On va commencer avec Sandrine. Puis, ouh là là, ça c'est vraiment la boule de cristal. Où est-ce qu'on sera ouais, c'est ça, rendu c'est fou là, on peut pas savoir. À un an. Je vous avoue que j'aurais beaucoup de difficultés à répondre à cette question avec justesse, mais c'est un petit peu comme Cédric l'a dit tantôt, je pense vraiment qu'il faut absolument rester très collé au processus d'expérimentation. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la phase adolescente, comme Vincent disait, là où on essaye de débroussailler, etc. Et c'est par l'essai-erreur là qu'on va réussir à trouver les bonnes solutions, les meilleures pratiques. Malheureusement, dans l'erreur, il y a des gens qui payent le prix, c'est regrettable, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de réalité qui s'est pas développé de cette façon-là. Je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on a normées, mais il fallait que ça passe par là. Je veux dire, la publicité pour les enfants, ça n'a pas toujours été interdit. Là, il a fallu que ça soit éprouvé d'une certaine façon pour qu'on la régule. Bon, alors, dans ce sens-là, je crois qu'il faut comme plus se pencher sur tous ces... Dans votre rapport, c'était dit, là, cette surveillance continue des systèmes d'IA. Ça, je pense qu'il n'y a pas de choix à ce niveau-là. Vraiment, il n'y a pas, pour moi en tout cas, il n'y a pas à tortiller à ce niveau-là. Après, pour le reste, je vous avoue, j'oserais pas prononcer, je voudrais pas. De mon côté, je suis souvent étourdie par la vitesse à laquelle cette technologie-là ou cette science-là évolue, donc je pense qu'on va être ailleurs, mais je sais pas où. Ce que je suis très curieuse de voir, et c'est un peu malheureux, c'est de voir si dans la prochaine année ou dans les prochaines années, quels vont être les gros écueils, les grosses crises, les utilisations qui vont avoir fait mal. Comment ces utilisations-là vont amener des cas devant les tribunaux, comment les tribunaux vont traiter ces cas-là. Donc, comment est-ce que, comme société, on va vraiment intégrer dans tous les paliers, dans tous les niveaux, l'IA qui y est déjà, mais qui va y être encore plus, je suis convaincue. Ça fait 25 ans que je m'intéresse au numérique et je me suis planté souvent sur le téléviseur. Moi, j'ai commencé ma thèse sur l'EDI, qui était un système d'automatisation des données qui est utilisé, et puis 2 ans après, j'ai changé pour être sur le numérique de manière générale, parce que ça évolue très vite. Donc je ne vais pas me commettre, mais je vais peut-être
donner quelques souhaits. Moi, j'aimerais bien avoir plus de normes avec lesquelles jouer. J'aimerais bien avoir un standard un peu technique sur lequel on pourrait débattre, on pourrait échanger sur une approche participative comme vous le préconisez. J'aimerais bien avoir une formule un peu comme un bac à sable réglementaire où on s'interroge avec des gens comme l'OPC, des gens de la CAI, des gens de l'industrie, des gens de la finance évidemment, et qu'on puisse jouer avec des normes, parce qu'encore une fois, cette approche encore une fois un peu consultative est le seul moyen de compenser cette vitesse effrénée qui fait qu'on ne peut pas arriver avec une loi qui vient par le haut et qu'on va imposer à l'industrie. Donc voilà, sans avoir peur. N'ayez pas peur, comme disait Jean-Paul II. Là. Ça va bien se passer. Oui, non, franchement, c'est moins d'enjeu que les avions. Ouais. Bah, Mais c'est l'approche de Google Sandbox, c'est le principe, hein, justement. ouais, mais peut-être avoir une représentativité différente. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le seul problème, c'est que c'est eux entre eux. Moi, j'espère en vendre. Parce que dans l'intelligence artificielle, tout le monde s'y intéresse, mais quand il s'agit d'appuyer sur le bouton, là, je tiens aussi à rassurer. Peut-être qu'on va vite aussi, on trouve que ça va vite, etc. Mais il y en a très très peu qui appuient sur le bouton à la fin. On peut partager là-dessus avec Sébastien, là-dessus, clairement. Les directeurs financiers, les trésoriers qui s'intéressent à s'en faire, ah, c'est génial, en plus c'est éthique et responsable. Puis arrivé au bout de quand on y va, non, je vais prendre le truc moins cher qui est là-bas. Et c'est pas éthique et responsable, bah ouais, mais c'est moins cher. Et ça aussi, c'est une question d'éducation. C'est-à-dire ne pas courir peut-être tout de suite. On en revient à ce que je disais tout à l'heure sur les législations, etc., sur la protection, etc. Et ce que j'ai pu entendre aussi un peu plus tard, un peu plus tôt dans la journée, le moins cher, c'est pas forcément le meilleur tout le temps. Le plus cher, c'est pas forcément le meilleur non plus. Mais il faut avoir toute une démarche. Nous, on a une démarche éthique responsable. On dit qu'on ne peut pas remplacer le trésorier. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui, on est d'accord. Parce qu'on fait le chèque, non, on peut prendre le moins cher. Oui, nous on espère en vendre de plus en plus, on est persuadé que ce qu'on a fait développer c'est bien, d'autant plus que c'est de la trésorerie, un logiciel de trésorerie français et c'est une technologie d'intelligence artificielle québécoise, rien de plus beau que l'accord transatlantique entre le Québec et la France. De mon côté, moi j'ai l'impression que dans un an, il va y avoir encore beaucoup de reportages qui vont être diffusés à mon émission JL sur l'intelligence artificielle. J'espère qu'on pourra faire aussi armer mieux les citoyens par rapport à toutes ces problématiques-là qu'on vient d'évoquer pendant toute la journée. Voilà. Merci. Merci d'avoir été là. Bravo. Merci à vous. Oui, moi, je tiens vraiment, je le dis, à remercier infiniment Olivier Richard d'avoir accepté... Oh, Richard Olivier, excusez-moi. Excusez-moi. Richard Olivier d'avoir accepté d'animer ce panel aujourd'hui. Maya et moi, au souper bénéfice d'Options Consommateurs, on lui a littéralement sauté dessus à la descente de la scène alors il venait de gagner un prix, le prix Options Consommateurs d'ailleurs, hein, magnifique, totalement mérité. Et donc, et il a dit oui aussitôt. Alors, en tout cas, un immense merci. Vraiment, c'était très, très aimable. Très apprécié.